Donc moi je suis Olivier Grenet, je suis cofondateur et directeur technique de Vedia, un partenaire de longue date de Data Solutions, et on a le plaisir d'avoir des clients en commun dans cette salle. Et je voulais tout d'abord vous présenter en quelques mots Vedia. Vedia, donc, c'est un leader dans le monde du SaaS et du DAM. Donc on accompagne 250 marques mondiales, essentiellement en France, mais également en Allemagne, aux États-Unis, mais en Asie également. Une centaine de personnes, essentiellement donc des gens de la tech, puisque c'est très intense en termes de technologie, et 4 bureaux donc répartis à Paris, Berlin, Limoges et Francfort. Alors parmi vous, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent déjà ce que c'est qu'un DAM ? Ben, vous connaissez tous. Je vais aller très vite. Alors, le DAM, en fait, en effet, c'est la solution qui permet de gérer tous les assets digitaux, donc images, vidéos, documents PDF, Photoshop, fichiers 3D, qu'on va retrouver donc dans tous les sites e-commerce, mais pas que. En fait, c'est également tout votre marketing promotionnel et de communication. Et ces matériaux, ils s'inscrivent dans un cycle de vie. En fait, ils vont de la création, au moment où on commence à discuter avec une agence ou un producteur de contenu comme un photographe, un studio photo. Donc c'est la première étape, à la gestion. Donc c'est le moment où on va commencer à les marquer, à les indexer, à pouvoir leur donner des critères de qualité. Et discuter également sur toute la compliance qu'on peut avoir lorsqu'il y a des normes légales. On l'a vu tout à l'heure avec Royal Canin. Le partage, puisque l'objectif d'un DAM, finalement, c'est de rendre ces images et vidéos accessibles à l'entreprise et à tous ses partenaires de la façon la plus simple possible. D'éviter justement de passer du temps à chercher tous ces visuels et les réutiliser au maximum. La localisation, qui est un anglicisme, qui veut dire justement l'adaptation à des marchés locaux, essentiellement de la traduction, mais pas que, ça peut être aussi des changements de visuels pour certains marchés. Il n'y a pas forcément le même visuel pour le même marché, donc il faut pouvoir les adapter. Toutes les bannières publicitaires, toutes les bannières digitales passent potentiellement dans ces mécaniques de localisation pour les adapter à des marchés locaux. La diffusion, parce que là encore, ce qu'on veut, c'est éviter une sorte de balkanisation de ces images et de ces vidéos. On veut les centraliser, les mettre à un même endroit. Donc les diffuser, faire que le DAM soit le point de vérité central de diffusion de ces images, pour éviter de les dupliquer dans des sites e-commerce ou dans d'autres solutions, c'est essentiel dans cette vision justement d'organisation et de rentabilité. Et l'analyse, parce que ce qu'on veut voir, c'est quels sont les visuels qui ont bien marché. Et ceux qui ont été appréciés, ceux qui n'ont pas été appréciés. Et ça peut avoir d'ailleurs deux intérêts. Le premier, c'est de repérer qu'est-ce qui fonctionne pour répliquer, mais également de retirer les assets qui ont été trop vus, parce qu'il peut y avoir une fatigue visuelle, et les remplacer par des créations un peu identiques, mais un peu plus variées, pour justement continuer à susciter de l'intérêt sur tous les réseaux sociaux ou tous les outils de diffusion. Alors, on a parlé dans la conférence de ce matin, de début d'après-midi, pardon, justement de l'importance d'avoir des outils de la stack Martech qui prouvent le retour sur investissement. Je pense que tous les éditeurs vont vous dire qu'on a un énorme retour sur investissement, mais on a fait justement pour avoir des chiffres et des vraiment données réelles sur lesquelles s'appuyer, cette étude par Forrester qui permet de quantifier en fait qu'est-ce que apporte un DAM, 80% de réduction du temps de gestion des visuels, 40% de gains sur le time to market et 6 mois pour attendre un retour sur investissement. Donc le DAM, c'est un investissement dans le SaaS qui, dans votre stack Martech, qui a un énorme effet de levier. Et vous pouvez lever vos téléphones pour photographier ce QR code et télécharger toute cette étude qui est passionnante et qui justement va vous permettre de quantifier ces gains et de vérifier donc que tout ça est bien argumenté et d'avoir en plus des cas concrets qui sont issus de nos clients. Alors, je vais revenir là sur 4 points clés qui me semblent essentiels pour bien appréhender ce que c'est qu'un DAM dans une stack e-commerce. Tout d'abord, la centralisation des contenus, la diffusion, la localisation et l'intégration. À chaque fois, je vais essayer de les illustrer. On en parlait tout à l'heure de la centralisation des contenus. Donc là encore, l'objectif, c'est d'éviter cette dispersion dans des drives, des box, des Dropbox, des outils divers et variés de tous ces visuels. On veut consolider cette donnée dans un point central unique, que ce soit un référentiel qui soit disponible pour toute l'entreprise et très facilement comme ça diffusable. On va en plus comme ça centraliser aussi toutes les mesures de performance, plutôt que de l'avoir ça de façon explosée dans plein d'outils qui vont mesurer chacun leur petite fraction de performance. On va pouvoir la centraliser et avoir des données analytics consolidées.
Et enfin, tout cet objectif, c'est de gérer, comme je le disais, le cycle de vie, donc les workflows d'approbation, mais également tous les droits qui sont reliés à l'image. Il y a des modèles dans la plupart des sites e-commerce. Les modèles portent en fait les vêtements ou les objets qui sont présentés. Donc tout ça, forcément, est lié à de la gestion de droits à l'image, qui va donc, là encore, être centralisé au lieu d'être réparti dans plein de dossiers partagés qu'on va perdre et qu'on va potentiellement, justement, on risque de passer justement à une étape où on n'a plus cette maîtrise de ce droit à l'image. J'ai un exemple pour vous, donc Michelin. Michelin, donc vous la connaissez, c'est une marque qui se veut donc très premium en pneus. Ceux qui ont acheté des pneus Michelin récemment pourront vous dire justement que c'est quelque chose qui est plutôt dans le top de la gamme. Donc il y a forcément une très grande présence du visuel. Et c'était très compliqué pour Michelin d'arriver à tout centraliser. 26 solutions ont été décommissionnées par l'arrivée du DAM. C'est-à-dire que les visuels étaient répartis dans 26 solutions différentes. C'est-à-dire que moi, en tant qu'employé Michelin ou quelqu'un qui travaillait dans le réseau Michelin, je devais potentiellement les chercher dans 26 solutions différentes avant de trouver les images. Donc on est non seulement sur une centralisation, mais en plus sur une irrigation. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'API, donc tout le site web, les différents mécaniques de vente, les systèmes de vente qui sont de type Salesforce, qui sont automatiquement connectés, vont puiser en fait toujours la donnée la plus à jour et en plus retourner des chiffres de performance. Donc comme ça, on agrège, comme je vous le disais tout à l'heure, tous ces analytiques à un point central. Un client commun qu'on a avec Data Solutions, que j'aime beaucoup, Atech. Parce que Atech, justement, c'est l'exemple que ça ne sont pas forcément que des grands retailers qui ont besoin d'un DAM. Atech fournit des capteurs de pression. Donc c'est quelque chose que vous allez retrouver dans votre voiture pour indiquer la pression des pneus. On va également le retrouver dans les Airbus pour indiquer la vitesse, puisque donc c'est comme ça qu'on calcule la vitesse d'un avion, c'est avec la pression du vent sur la carlingue. Autant vous dire que c'est pas le visuel qui va faire vendre dans ce cas-là. Et pourtant, Atech a donc besoin d'un DAM pour centraliser toute sa fiche technique qui va justement permettre de vendre. Donc, on n'a pas que des images dans un DAM, on a aussi parfois des fiches de type PDF très techniques. Et ce qui est intéressant chez Atech, et c'est là l'avantage finalement de travailler avec un éditeur comme Vedia qui est capable de s'adapter à votre environnement, c'est que Atech, dans le cadre de son expansion en Chine, souhaitait justement mettre à disposition de tous les gens qui revendent ces produits en Chine, ces documents, mais ils ne sont qu'en anglais. Mais en revanche, les clients chinois cherchent en chinois. Donc on a fait une intégration spécifique où tous les PDF, lorsqu'ils sont ingérés, sont traduits automatiquement en chinois et alimentent le moteur de recherche. Et comme ça, on a résolu un problème qui est assez propre à Atech. Mais encore une fois, c'est l'avantage d'avoir un partenaire comme Data Solutions et Vedia qui va vous permettre d'adapter un peu le processing à des cas assez spécifiques, mais qui ont tellement de valeur pour votre métier que vous ne pouvez pas vous en passer. Le deuxième pan, en fait, de l'avantage d'un DAM et de son ROI, c'est la diffusion sans couture. À l'heure actuelle, on voit encore beaucoup de systèmes où l'image elle est dupliquée dans différents systèmes, dans toute la chaîne Martech. À chaque fois, on va retrouver l'image dans des formats différents. Alors peut-être que dans les systèmes de gestion de la création, on va la retrouver en Photoshop original, c'est ce qu'on voulait. Et puis après, elle va se transformer en JPEG. Et puis après, peut-être dans les sites e-commerce, elle va être retransformée dans d'autres formats adaptés à la web perf. C'est vraiment dommage de faire ça. C'est dommage parce que d'abord, incidemment, les entreprises payent des coûts de stockage qui sont démultipliés, puisque à chaque fois, ces images, il faut les stocker. Ensuite, lorsqu'il faut changer quelque chose, eh ben, il faut retrouver toute la chaîne et la détricoter. Donc ça, c'est un deuxième problème. Et enfin, lorsque on diffuse une image sur un site e-commerce ou d'autres sites web de communication, on va l'adapter pour faire également de la web perf. Donc c'est typiquement le cas de Decathlon. Donc Decathlon, encore un client qu'on a en commun avec Data Solutions, c'est 19 millions de médias. Dans ces 19 millions de médias, vous allez en retrouver l'essentiel sur les sites web. Alors qu'est-ce que c'est qu'un média chez Decathlon? Ce sont d'abord toutes les images de produits. C'est également toutes les campagnes de communication. Et c'est également toute la PLV, ILV. Donc vraiment, ils ont réussi à centraliser toute cette information-là dans un seul repository qui est à disposition des plus de 200 000 utilisateurs
quotidien de la plateforme et qui vont piocher, se nourrir. Moi, je suis webmaster, je suis en train de faire un site web sur la pratique du roller. J'ai besoin de cette image-là, je vais la chercher. Moi, je suis e-commerçant, j'ai besoin d'alimenter ma fiche produit pour qu'elle soit la plus performante. Je vais la chercher à cet endroit-là. Alors, pourquoi c'est intéressant justement de avoir le DAM comme point de diffusion? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le point de diffusion? Ça veut dire que les images, quand vous allez sur le site de decathlon.fr, elles viennent du DAM directement. À chaque fois qu'on change la version, le site web est automatiquement mis à jour. Mais on va encore un peu plus loin. En plus, on va détecter, on travaille avec les équipes de WebPerf des sites e-commerce de Decathlon, puisque ce qu'on veut, c'est que ça soit la meilleure image, la meilleure étant très technique, hein, on veut l'image la plus petite et de meilleure qualité. Comment est-ce qu'on va servir ça? On va détecter en fait la qualité de navigateur que l'internaute a et on va lui servir alors soit un JPEG, un WebP, un NAVIF, donc toutes ces de plus en plus, des fichiers de plus en plus compressés, et donc qui augmentent la web perf, donc forcément limite la durée d'attente des internautes sur les sites de Decathlon, et donc favorise les achats. Et enfin, il ne vous a pas échappé que Decathlon a changé son logo récemment. Et donc ils ont dû adapter toute la charte et leur branding. Sur l'image produit, ça s'est traduit de façon assez simple, c'est-à-dire que les produits étaient shootés sur fond blanc et présentés uniformément sur fond blanc. Et donc l'équipe design a préféré avoir un léger dégradé gris sur toutes les images produites. Donc on parle donc de 2 millions d'images produites. Donc il y avait plusieurs choix, c'était de re-shooter tous ces produits, les réinsérer sur ce fond gris. Un deuxième choix qui était tout à fait possible avec Vedia, c'est que nous on a un système qui permet donc de calculer en fait des images avec des données techniques précises. Donc nous on a l'image originale, son tracé de détourage, on sait très bien en fait isoler le produit et le repositionner sur ce fameux dégradé gris qui fait désormais l'identité du site Decathlon. Donc le jour où ils ont basculé sur une nouvelle identité, on a changé nos réglages, on a régénéré toutes les images et on a pu diffuser immédiatement toutes ces images à la charte. Donc ça, c'est même plus un gain de temps en fait, c'est essentiel dans l'organisation du branding qui a été mis en place par Decathlon. Et enfin, c'est un système qui est hyper connecté. Des images et des caleçons, on en a besoin partout. Alors j'ai par exemple un exemple assez amusant, c'est que lorsque vous êtes dans un entrepôt et vous avez de Decathlon, il y a des petits écrans télé qui montrent en fait quels sont les produits qui sont stockés sur les étagères de l'entrepôt. Et ces images, elles viennent du DAM. Aucune raison de les dupliquer, les balkaniser, enfin là encore de les mettre dans des sous-systèmes. Et donc les caristes qui viennent chercher les cartons et viennent réapprovisionner les magasins peuvent comme ça vérifier qu'ils sont bien en train de prendre le bon produit visuellement. Voilà. C'est pour vous dire jusqu'à quel point l'intégration va loin. On irrigue 40 différents systèmes chez Decathlon. Alors la localisation contrôlée, on a eu une super présentation de Royal Canin pour vous montrer en fait la complexité de faire du packaging. Et vous savez que du coup on a encore beaucoup de print qui est encore important dans nos dispositifs de marketing. À l'heure actuelle, il y a vraiment deux façons de le faire. Le marketing central produit et diffuse via des sites web à des agences locales qui vont reprendre ce contenu et qui vont l'adapter localement, essentiellement le traduire, avec donc des coûts qui peuvent être assez importants. On discutait avec Michelin, il nous disait que pour l'instant, 20% de leur budget est affecté à la création et 80% à la déclinaison. Leur objectif, bien entendu, c'était de renverser ce chiffre-là. Il vaut mieux mettre 80% sur la création et 20% sur la déclinaison. Donc décliner, c'est essentiellement, comme je disais, traduire dans de multiples langues et éventuellement changer des visuels pour les adapter. On ne vend pas forcément avec la même image au Maroc qu'en Finlande, bien entendu. C'est le cas de notre client Harley-Davidson, que vous connaissez bien. Donc Harley-Davidson, je pense que vous voyez tout de suite les couleurs. C'est du noir, du orange, des typos qui sont très particulières. À Milwaukee, lorsqu'ils produisent le marketing, autant vous dire qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir l'agence française du concessionnaire de Bastille à côté, décider unilatéralement qu'il va changer tout en rose ou en bleu parce que c'est plus sympa et qu'il en a envie. Il faut que tout soit hyper conforme. Donc Harley-Davidson vend à travers tout un réseau de concessionnaires dans le monde entier et ils veulent s'assurer que le branding est parfait. Comment ça se passe? Je suis concessionnaire Harley-Davidson, je me connecte sur le DAM Vedia. J'ai par exemple le flyer des journées portes ouvertes, je le prends, il est automatiquement traduit dans ma langue et en plus, moi, je veux mettre en avant 3
motos différentes que celles qui me sont proposées par la firme dans son template, pas de problème, je clique sur les images et je peux automatiquement choisir parmi une librairie d'images celles que je vais proposer moi en tant que concessionnaire parce que j'ai un surstock de ces motos-là et c'est celles que je veux mettre en avant dans mes essais. C'est pour vous donner un exemple. Automatiquement, on va générer aussi toutes les étiquettes qui pendent au guidon des motos. On a quasiment toutes les données en temps réel avec le RP et donc on génère pour chaque numéro unique, ça s'appelle un VIN, un Vehicle Identification Number, qui exactement décrit ce que c'est que cette moto-là. On va générer toute la liste des options et elle est prête à imprimer en concession. Et donc comme ça, ils peuvent l'accrocher de façon hyper homogène au guidon de la moto. Donc voilà, le gain de temps et le gain d'argent est évident et j'ai envie de vous dire que c'est un investissement, là encore, si on revient sur le ROI, qui est repayé en quelques mois, quoi. Et je vais finir par l'intégration à l'écosystème. Alors moi j'aime bien Kiabi aussi, puisque c'est parmi l'un de nos derniers clients. Et donc Kiabi a un challenge de diffusion à l'international, 12 langues, en plus avec tout un système de mémoire de traduction, pour éviter que chaque publicité soit traduite de façon un peu différente de langue en langue. On a tout un système qui permet d'avoir un glossaire qui est hyper unique. Et donc tout est centralisé enfin chez Kiabi. Ils sont en train de déployer ça à une énorme vitesse. Dans 25 pays, il y a déjà 855 utilisateurs en quelques mois. Donc c'est pour vous dire que les projets peuvent aller aussi très vite et peuvent être très impactants, y compris lorsque, dans le cas de Kiabi, on mélange à la fois toute la centralisation des images et également toute la production de la PLV-ILV. Donc là encore, c'est des solutions comme celle de Vedia qui vont très vite. Et donc, on a beaucoup parlé d'écosystème ici, en introduction de cet après-midi. Le DAM, il coexiste bien entendu et il se nourrit de toutes ces informations. Connecté au PIM, connecté au système e-commerce, connecté au DAM, soit par des connecteurs standards, soit par des connecteurs qui sont hyper adaptés en fonction de vos flux et la façon dont vous travaillez. Et là encore, c'est là où toute l'expertise de Data Solutions va venir pour justement aider à créer toute cette communication vertueuse entre tous ces systèmes et transporter toute cette data. Il y a un dernier système de création sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu, c'est l'intégration aux outils créatifs. Parce que moi, je pense que j'ai peut-être donné l'impression à ce moment-là que j'étais sur une logique hyper industrielle, où il y avait une création un peu magique d'assets, de visuels, en oubliant un peu tous les studios, les créatifs, les gens qui reprennent en fait ces images et qui amènent une touche artistique et qui vont faire de l'impact justement sur un visuel. Bien sûr, on les inclut, et donc on a des connecteurs avec Photoshop, InDesign, Illustrator, Canva, Figma. Tous les logiciels de design sont ainsi connectés, et donc c'est très simple en fait lorsque je suis dans un studio, pour reprendre comme ça un visuel, le modifier, lui apporter un peu plus de retouches, un peu plus d'éclat, mettre en valeur un produit, un reflet, pour le réinsérer ensuite automatiquement, de façon hyper simple dans le système. Donc ces allers-retours comme ça permettent de garder en fait tous les créatifs qui amènent cette valeur visuelle dans la boucle. Et là encore, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque on peut avoir dans le cas, par exemple, de la connectivité avec InDesign, la capacité à faire des catalogues en quelques clics, puisqu'il suffit juste de glisser, déposer les images du DAM dans des pages InDesign, templétisées, pour aller très très vite et pour faire des micro-catalogues saisonniers de soldes ou des flyers en gardant comme ça tous les studios dans la boucle. Donc ça, c'est encore quelque chose de très vertueux. Voilà, donc j'ai fait un petit panorama. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais oui, peut-être un peu long, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site web. Ça, c'est pour ceux qui sont pressés. Mais ceux qui ont un peu de temps, nous avons notre stand qui est juste à la sortie. Alors, il reste peut-être encore quelques éventails. Mais sinon, on a des chaussettes pour les moments où, où le temps va se rafraîchir. Voilà. En tout cas, et surtout, vous aurez l'occasion de discuter avec Stéphane et moi pour éventuellement approfondir les choses ou avec tous les gens de Data Solutions qui nous connaissent très très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de vous laisser passer à la conférence suivante. Oui. Moi, j'ai une question sur le fait de changer de fond sur les visuels. Est-ce que c'est possible de le faire en masse? Et est-ce qu'il y a un workflow à part pour certaines marketplaces? Alors,
C'est fait automatiquement, donc c'est fait en masse, c'est-à-dire qu'on va changer ce que nous s'appelle la rendition, c'est-à-dire on va générer une nouvelle rendition qui va s'appeler grille avec dégradé. Donc automatiquement, elle va être appliquée à toutes les images dont on a besoin. Et en plus, on peut avoir autant de renditions différentes que de marketplace. Chez Decathlon, on a des images qui existent en 80 variations. Donc un seul Photoshop a donné lieu à 80 sous-images, en carré, en petit, avec un fond gris, avec peut-être une marketplace, donc un autre critère technique, dans des formats plus allongés ou plus carrés. Donc en effet, on va gérer toutes ces variations-là, et automatiquement. Donc c'est vraiment tout à fait fait en masse, automatiquement. J'ajoute qu'en plus, lorsqu'on a des sujets de centrage du produit à l'intérieur de l'image, on va utiliser l'IA qui va nous trouver le point de focus, vraiment le point de focus qu'on appelle l'endroit où doit être recadré vraiment l'image, pour lorsque on a des images avec des formats un peu techniques, très verticaux ou très horizontaux, on centre bien le produit de façon la plus agréable possible à l'œil, ou en tout cas en respectant les chartes du branding du site e-commerce. Oui. Le TPP, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes challengé? Le TPP? Le TPP, le Digital Product Passport. Non, pas encore. Non, ça nous atteint pas. Après, je pense que c'est un sujet intéressant. Ouais, c'est ça. Dans notre connectivité avec le PIM, on peut être amené à participer à ça en tant qu'acteur, mais on en est rarement lead en fait. Voilà. La question elle est liée aussi à l'intégration dans le système en réalité. On a évoqué l'intégration, est-ce que c'est qui va donner l'ordre à la fin sur le site web, qui va publier à la fin et qui est le maître des horloges, entre guillemets. Aujourd'hui, nous, on est souvent accosté à un PIM, donc on se nourrit du PIM et on le nourrit lui-même. En réalité, c'est bien le PIM qui va centraliser l'information et qui va à un moment donné donner l'ordre ou pas de publication sur un site web, par exemple. Parce qu'il y a 3 acteurs, le CMS, le PIM et le DAP. Quand vous dites donner l'ordre, c'est le PIM qui donne l'ordre, c'est la publication vient du DAB, ou est-ce que la publication vient du PIM? On a les 2 cas de figure que vous évoquez. Si je reprends l'exemple de Decathlon, par exemple, que Olivier a évoqué, quand on a démarré et quand on a commencé à travailler avec Decathlon, le time to market des médias, et juste des médias, était de 9 jours. C'est-à-dire qu'entre le moment où le média arrivait disponible et le moment où il pouvait être publié sur un site web, il se passait 9 jours. Et pendant ces 9 jours, les équipes, ils ne faisaient pas rien, hein. Ils étaient overbookés. Mais il fallait déclarer le média dans 50 systèmes différents. J'exagère évidemment, mais vous avez compris l'image. En l'occurrence, aujourd'hui, on a un mécanisme de synchronisation continue avec le PIM qui fait que dès que le média arrive, il est déjà préqualifié, il est prêt à être... il est immédiatement disponible dans le PIM. Et la seule chose que l'on attend aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est passé de 9 jours à 9 heures, enfin j'ai 12 heures, allez, je vais être honnête, on n'attend qu'une seule chose aujourd'hui, c'est la complétude de la fiche produit. Et en réalité, aujourd'hui, parce qu'il y a des règles, ils vous disent qu'un produit ne peut pas aller sur le site web avec moins de 12 images, 3 vidéos, une notice, etc. Enfin, ça dépend des produits, évidemment. Mais, et c'est ça aujourd'hui qu'on attend. Donc on a une synchronisation. Donc c'est bien le PIM qui donne l'ordre, qui dit « ça, c'est bon, c'est prêt ». En revanche, dans ces champs de complétude, il attend les médias du DAM, évidemment, mais que nous, on lui fournit quasiment avant même que le reste soit disponible. Par exemple, un prix, ne serait-ce que ça. Vous n'avez pas des assets qui ne sont pas corrélés à des produits? Si, bien sûr. C'est tout l'enjeu chez Decathlon. Vous avez les images produits, mais vous avez aussi ce qu'ils appellent des images d'ambiance, et qui, elles, peuvent être liées soit à un produit ou pas du tout. Parce que c'est, restons sur l'image du roller, c'est les images de roller dans la ville, etc., etc. Et ça, il faut bien pouvoir, toutes ces images de marque, il faut aussi pouvoir les stocker, il faut pouvoir les utiliser, et il faut pouvoir les utiliser dans les bonnes gammes, parce que là, on va remonter au niveau gamme ou au niveau positionnement de marque. Donc, par exemple, Decathlon va l'utiliser ils ont des sites dédiés en plus de leur site e-commerce, évidemment, des sites dédiés uniquement pour Between, uniquement pour Quechua, et puis tout ça dans toutes les langues. Donc en fait, ça fait une galerie de 170 sites à la fin qui doivent être alimentés en permanence. Ces sites-là, la publication, elle se fait depuis DAM,
cet aspect dans le film, quand on est sur des assets qui ne sont pas corrects. Oui, oui. Là, ici, ils ont un connecteur directement depuis leur CMS qui vient chercher directement dans le DAM. Mais l'avantage, c'est qu'ils n'ont plus à se poser la question de est-ce que l'image, elle est valide? Est-ce que j'ai les droits sur les images? Est-ce que l'image est dans le bon format? En fait, ils viennent chercher la chose dont ils ont besoin. Je dis la chose à dessin, vidéo, image, 3D, peu importe. Et c'est le DAM qui va se charger de l'adapter automatiquement au device de l'utilisateur final. C'est-à-dire, moi, je l'utilise avec un iPhone, alors j'ai besoin qu'on m'envoie un format de média bien particulier. C'est pas le webmaster qui a besoin de se prendre la tête, pardon de l'expression, pour savoir quel format il doit mettre dans sa page. Quelques mots sur l'IA, Alors là, Alors- j'espère que vous avez du temps. Hein. Alors, vraiment, juste pour dire que l'IA, elle a deux angles en fait dans tout ce qui est gestion d'images et de vidéos. Le premier en fait c'est sur le tagging automatique. Lorsqu'on a énormément d'images qui viennent et on veut les indexer, donc on utilise énormément l'IA avec des moteurs d'apprentissage qui permettent de s'adapter comme ça aux besoins du client. Ça c'est en amont, donc pour avoir sa médiathèque la mieux classée et la plus facile à rechercher possible. Et ensuite, en aval, on fait beaucoup aussi de placement produit. Donc, c'est-à-dire qu'on va refaire sur ce qu'on appelle des natures mortes, c'est-à-dire le produit est positionné après sur un fond d'ambiance. On va pouvoir décliner comme ça ad lib des images qui vont aller après sur les sites e-commerce avec... si jamais c'est un shampoing, on va pouvoir mettre les fleurs du shampoing devant, mais ce packshot de shampoing, il existe potentiellement en 20 langues, et donc on va reproduire à chaque fois de façon automatisée ce placement des fleurs par l'IA qui va générer en fait l'image automatiquement. On va s'en servir aussi pour tout ce qui est banner. Lorsqu'il manque de la matière, on a une super image carrée, on veut l'utiliser dans le site web en mode complètement paysage, et là on va compléter l'image de façon très logique pour avoir comme ça cette capacité-là. Voilà, donc tagging et image gen. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que dans le DAM, on peut faire de l'amélioration visuelle de campagne, par exemple, jouer sur la transparence, jouer sur les couleurs, avec de l'IA directement dans le DAM? Oui, alors on peut prompter l'IA. Donc par exemple, c'est que Bayer l'utilise en ce moment. Donc Bayer a des images qui sont très corporate et qui ont été shootées par des photographes qui ont été validés. Donc faible profondeur de champ, beaucoup de flou, des couleurs extrêmement éclatantes. Et ils ne veulent pas changer ça. En revanche, ils ont un problème de diversité des personnes qui sont shootées. Donc lorsqu'il y a besoin de faire une campagne RH en Inde, à l'heure actuelle, il y a très peu de visuels qui sont disponibles avec des personnes justement avec des visages indiens. Donc là, on peut prompter l'IA, on peut prendre l'image donc chez Bayer et demander à ce que l'image soit retransformée pour un contexte indien. Et donc la personne va avoir 4 ou 5 images à choisir, mais c'est vraiment l'IA qui va pouvoir travailler ça de façon automatisée et on laisse à l'utilisateur le choix final ou de redemander en fait quelque chose. Donc pour éviter que ce soit l'utilisateur qui ait besoin de remplir le prompt, il y a des petits curseurs qui permettent de changer en fait l'âge, la disposition, le type de retouche, est-ce qu'on veut plus de transparence ou des images qui soient plus éclatantes automatiquement et donc l'IA va générer ça automatiquement. Aujourd'hui, les utilisateurs, soit c'est l'utilisateur qui le décide dans la plateforme, et effectivement, il y a des éléments qui permettent de retoucher les images, mais aussi les vidéos qui sont stockées. Et puis, bien sûr, on peut automatiser ces processus, le cas échéant, parce qu'on sait qu'on veut les normaliser d'une certaine façon, le changement de fond en étude. C'est un des points de modification des médias. Et sur l'IA... il y a des cas très concrets, c'est tout bête d'évoquer qui a mis sur les traductions, mais les traductions automatiques des vidéos, des sous-titres des vidéos aujourd'hui, ça ne va pas être une question dans les équipes marketing et les équipes métiers en réalité. Donc aujourd'hui, on insère une vidéo, on va automatiquement en sortir le transcript et automatiquement la traduire dans toutes les langues nécessaires. Il y a La sous-titrée. Alors la traduction automatique, elle est loin d'être juste dans tous les secteurs d'activité. Oui, c'est pour ça qu'on ajoute, et vous avez tout à fait raison, c'est pour ça qu'on ajoute des mémoires de traduction. Alors on a évoqué le cas Michelin, restons sur Michelin, c'est quoi le nom du produit? C'est la gamme Climate, la gamme des pneus Climate était traduite en climat, donc voilà, là on met des dictionnaires de traduction, des glossaires qui disent que la gamme Climate, dans toutes les langues c'est la gamme Climate, même si... Ouais, mais il y a aussi en effet plein de challenges. Après, en effet, on a des workflows de revalidation, donc c'est-à-dire que tous les sous-titrages, par exemple, sont traduits avec DeepL et ensuite sont reproposés à l'édition manuelle
par exemple pour ajuster, alors en effet des termes de métier, mais également il y a parfois des traductions de noms de personnes qui apparaissent dans la vidéo, qu'on souhaite évidemment pas traduire, donc ça fait partie des choses qui sont retouchées à la main, mais bon, le gain de temps est quand même extraordinaire, quoi.